On parle toujours français à la maison, donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté plein de différents cours, mais ils ont dû en faire peut-être 4-5 années quand ils étaient plus petits. Et c'était un peu la punition, en fait. C'était un peu comme ça que c'était subi, parce qu'ils avaient l'école déjà toute la semaine, et le week-end, on allait alors, je pense qu'on a fait la FIAF, la Fédération, je sais plus ce que ça veut dire, française. Donc là, ils ont fait des cours, ils en ont fait quelques années, on a essayé différents programmes. Après, on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus en fait, avoir un mauvais sentiment vis-à-vis du français, quoi. Que le français, c'était la punition. Donc on a un peu laissé tomber. Après, ils vont beaucoup en France. Enfin, on va beaucoup en France. Mais ils parlent tous les deux très bien. Mais bon, l'écrit, ouais, il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau collège, un AP, en candidat libre, sans avoir jamais fait un cours de français. Donc, soit le niveau est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti. Mais ouais. Hélène Keller a dit « La vie, c'est une aventure audacieuse ou rien du tout ». Et on peut dire qu'élever des enfants à l'étranger, c'est une aventure plutôt audacieuse. Dans cet épisode de French Expat, nous rencontrons Séverine, que vous avez déjà pu écouter dans le premier épisode sorti ce mardi. Séverine, c'est une expatriée française à Manhattan depuis un peu plus de 16 ans. À travers son parcours, on explore les défis et les joies d'élever des enfants bilingues à l'étranger, de naviguer un système éducatif qui n'est pas forcément celui avec lequel on a grandi, et de trouver sa place dans une culture qui n'est pas la nôtre. Alors comment concilier les racines françaises avec un quotidien new-yorkais ? Comment faire face aux difficultés d'intégration et d'éducation de nos enfants ? Eh bien, c'est l'histoire qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui, au travers de l'histoire captivante de Séverine et des leçons qu'elle a apprises au cours des 16 dernières années. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. C'est parti. Un truc qui m'intéressait d'évoquer avec toi, c'était justement la scolarité, j'allais dire, de tes enfants. On n'a parlé que d'un, mais parce que le second est né à New York. Est-ce que tu peux me raconter, il arrive à l'âge de 2 ans, dans quel état d'esprit t'es en fait au niveau de sa scolarité, à quoi, je sais pas... Comme tu le dis, ça s'est fait très rapidement. Je ne sais pas si tu as eu le temps de t'attendre à quelque chose. En tout cas, qu'est-ce que tu as en tête et comment est-ce que ça se matérialise ? Alors d'abord, avant d'avoir un appart, on a eu l'école. Enfin, on a eu une preschool privée parce que à l'époque, même avant presque 5 ans, il n'y avait pas de structure publique. Donc il nous fallait comme une crèche privée. Et le seul endroit dont on était sûr, c'était où mon mari travaillait. Donc on a trouvé une crèche école, enfin une preschool près de son travail. Comme ça, on s'est dit on sait qu'on passera toujours par là. Et il y est resté 2 ans parce que en fait après on a trouvé ça aussi pratique parce qu'on pouvait le récupérer juste après avoir travaillé. Il est resté 2 ans dans cette preschool qui était très bien, qui valait les yeux de la tête, comme toutes les preschools. Et en plus, on a été hyper chanceux parce que je pense que c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque, il fallait s'inscrire plus d'1 an à l'avance pour avoir une place dans une de ces preschools. Parce que très bonne réputation. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il y avait pas beaucoup de choix. Donc il y a 16 ou 17 ans, je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de femmes qui travaillaient pas, peut-être sur Manhattan, ou qui avaient des nounous qui coûtent aussi une fortune. Et nous, en fait, on a eu de la chance, c'est que c'était une nouvelle preschool qui venait d'ouvrir, et c'est la collègue de mon mari qui nous a dit, et donc on a eu une place parce que elle avait pas encore sa réputation, et donc on a pu. Et donc il est resté là jusqu'à la rentrée en kindergarten. Parce que depuis, en fait, ils ont mis beaucoup plus en place des pre-K à 4 ans dans les écoles publiques, mais alors nous, c'était le tout début, ça n'existait quasiment pas. Donc il est rentré à l'école publique du quartier.
la grosse question de l'époque, c'était bilingue ou pas bilingue. Donc le privé, c'était pas une option pour nous parce que financièrement, c'était pas dans nos revenus. Et c'était le tout début des écoles bilingues dans les écoles publiques américaines. Il y a un super podcast du New York Times qui est sorti là-dessus, Nice White Parents ou un truc comme ça. Ah ouais, oui, c'est ça. Sur les programmes bilingues à New York, justement, ouais. Et un peu la gentrification finalement de certains quartiers. Est-ce que avant de continuer ça, on peut juste définir, parce que finalement c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes niveaux entre la France et les États-Unis. Donc le preschool, en gros, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 5 ans, c'est ça, aux États-Unis? Ouais. Ce qui correspond à l'année de kindergarten. Ouais. Et kindergarten, donc c'est l'équivalent du CP. Non, kindergarten, c'est la grande section de maternelle. D'accord, ouais. Ok. D'accord. Donc c'est la first grade qui est l'équivalent du CP. Ouais. Et ok, tu vois, moi j'apprends encore mon physique plus jeune. Il y en a en fait qui appellent ça pre-K3, pre-K4 et kindergarten. Et du coup, ça doit correspondre aux âges. Pre-K3, ça fait 3, pre-K4, 4 et kindergarten, 5. D'accord, ok. Et donc pre-K et preschool, c'est à peu près la même chose. Oui, enfin, voilà. Les endroits, tout le monde les appelle un peu différemment, mais... Ok, d'accord, très bien. Et donc, comment est-ce que vous avez... Enfin, le fait que vous ayez choisi l'école publique, donc c'était uniquement basé sur les revenus, initialement en tout cas? Ouais, c'était la première décision. Après, on avait plusieurs choix. Donc, c'était le début des programmes francophones dans des écoles publiques américaines. Et il y en avait un qui avait ouvert, je pense, 2 ans. Ça devait être la 2e année, à côté de chez nous, pas très très loin, on va dire à 15 blocs. Donc ça, c'était une option qu'on avait regardée. Il avait été pris parce que la décision s'est faite, c'est que soit on avait une place dans l'école publique de notre quartier, qui était une très bonne école, très réputée, parce que en fait, une école publique dans un quartier assez riche a pas mal de revenus, parce que les revenus viennent beaucoup des donations. Et on avait donc cette très bonne école que tout le monde va habiter exactement la bonne rue pour aller dans cette bonne école. Ou le programme francophone dans une école à 15 blocs, mais c'est une école qui était plutôt moyenne et c'est souvent ces écoles un peu moyennes qui ont besoin de relever le niveau qui accueillent des programmes francophones. Enfin, à l'époque, je ne saurais pas dire si c'est maintenant le cas. Depuis l'école, je pense, le programme a vachement grossi. Ils ont 2 classes de français, 2 classes francophones. Pour toute l'école, chaque grade. Mais bon, c'était un peu où on essuyait les plâtres, où on allait dans l'école un peu plus sûre de notre quartier, où on avait une place. Donc, on a pris cette voie-là. Pour parler de niveau, parce que ça peut surprendre quand tu viens de France, on parle comme de grandes sections maternelles. Ouais. Une bonne ou une moins bonne école. Mais en fait, il y a une vraie problématique aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'éducation nationale, en fait. Et donc, c'est important, effectivement, de creuser les programmes et les débouchés, même si on parle que de maternelle et d'école élémentaire, de chaque école, pour s'assurer qu'en fait, les enfants ont un programme suffisamment complet, suffisamment stimulant, qui leur permet, en fait, de continuer leur scolarité à peu près où ils veulent, c'est ça ? Oui, et puis les écoles publiques, en fait, le financement qu'elles ont, c'est vraiment le minimum. Donc, l'association de parents peut payer des choses comme même le ménage, comme, je sais pas, la prof de musique. Je crois pas que la musique, c'est forcément un des profs obligatoires, ou un prof de sciences en plus, ou l'after school. Donc, plus l'argent, plus l'école a de l'argent via les donations, plus il y aura de programmes et ça peut aussi être la sécurité, parce que ici, alors pas trop en preschool, pas en élémentaire, mais en middle school ou high school, il peut y avoir des détecteurs de métaux. Si l'école est pas dans un super quartier ou s'il y a eu des problèmes. Donc ça peut être des critères quand on choisit. C'est fou que ce soit l'association des parents d'élèves qui soit responsable de choses comme ça. Enfin, ça paraît complètement lunaire, quoi. Ouais. Et ça, tu sais, c'est propre à New York ou c'est... Ouais, je sais. Je pense que New York, le système des écoles de New York, c'est assez spécial, mais je pense que c'est pas mal propre. Je pense que c'est à l'État ou la ville, non, parce que le DOE, je pense que c'est. Je dirais que c'est la ville. Department of Education. J'hésite si c'est la ville ou l'État, mais ouais, c'est vraiment je pense que c'est spécifique aux écoles de
New York en général. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui déménagent surtout après l'élémentaire, parce qu'après, ça devient compliqué, les systèmes de comment avoir une bonne école. Donc, il y en a qui déménagent en banlieue, en fait, parce qu'après, c'est plus simple. N'importe où en banlieue de New York, on va juste à l'école du quartier, et puis voilà. C'est un casse-tête quand même. Comment est-ce que tu t'es fait accompagner sur... comment est-ce que t'as trouvé même des informations, finalement, quand t'es arrivé? J'imagine que t'arrives avec beaucoup de questions. Enfin, à mesure que tu découvres comment ça fonctionne, j'imagine que t'as encore plus de questions. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, mon profil, c'est aussi, je travaille dans les études, donc les études marketing. Mais bon, j'ai ces atouts que je cherche. Je suis curieuse et du coup, je faisais partie pas mal de groupes. À l'époque, je pense l'Accueil New York. J'avais aussi aidé à créer la Charter School française. Enfin, Charter School, c'est encore un autre système. C'est financé par le public, par l'État. Ou l'État ou la ville, mais c'est pas tout à fait une école publique. Elle peut construire un peu son programme. Et donc, il y avait c'est ce qu'on appelle semi-privé, hein. Ouais, je pense, ouais. Mais tu payes pas, quoi, si tu y vas. C'est quand même public. Donc, il y en a plein de différentes sortes. Et en l'occurrence, j'avais aidé à créer la Charter School française qui est vers Harlem, sachant qu'on savait déjà dès le début qu'on n'irait pas parce que c'était vraiment beaucoup plus loin que chez nous. Mais j'avais participé au projet. Enfin, je voudrais pas m'attribuer tout le truc, mais j'ai fait partie de l'équipe du début. Donc du coup, grâce à ça, j'ai appris vachement de choses sur le système scolaire, il y a énormément de statistiques disponibles par la ville sur toutes les écoles, le taux de réussite. Plus tard, ceux qui iront au collège, la distribution en termes d'ethnographie, de revenus, enfin la diversité, quoi. Ouais, la diversité. Et puis après donc autour et comprendre comment sont faites les cartes, en fait, parce que c'est hyper important d'habiter au bon endroit. Donc comprendre le découpage. Le moment où tu deviens parent à New York commence en fait la mise en place d'une stratégie, l'élaboration d'une stratégie familiale, de savoir où il faut habiter, de poser beaucoup de questions en fait pour arriver en fait dans le programme qui dès la fin de maternelle finalement va permettre à nos enfants d'être un peu sur les bons rails, quoi. C'est un peu ça que tu racontes, pour pouvoir être dans le public, parce que sinon tu peux être dans le privé, mais t'as une idée j'imagine que ça varie certainement en fonction des écoles, mais du coût de la scolarité dans le privé? Ouais, je dirais qu'en moyenne, on va dire $40 000. $40 000, c'est peut-être par enfant. En maternelle. Ouais. Et en fait, pourquoi certaines écoles de quartier ont beaucoup d'argent? Parce qu'il y a des gens ici autour de chez nous, là, dans le Upper West Side, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants tous en école privée dès la maternelle. Mais ils se disent, j'ai 3 enfants, ça va me coûter $40 000 par an, ça fera 120 000. Et je vais pas les mettre en privé, je vais les mettre dans l'école de mon quartier, mais je vais investir dedans. Et voilà, je vais peut-être donner 20 000, 30 000. J'ai toujours économisé $100 000. Et mon école, elle va avoir les moyens et elle aura un bon niveau. C'est incroyable. Ouais. C'est un système tellement, tellement différent. D'accord. Est-ce qu'on peut dire son prénom à ton aîné? Ce sera plus facile de se... Alors, il s'appelle Romain, mais ça fait 16 ans qu'il s'appelle Romain. Et qu'il ne le change pas. Je lui ai même demandé pour la graduation, tu vas pas leur dire que t'es Romain? Non, c'est Romain. Ok. Alors, Romain se lance du coup en école élémentaire, kindergarten, first grade, donc tu continues comme ça. Il reste du coup dans cette école publique pendant toute son école élémentaire. Comment ça se passe? Et est-ce que tu peux nous raconter justement comment ce système fonctionne finalement par la suite? Alors en plus c'était stratégique aussi, c'est que donc Romain a un petit frère qui s'appelle Austin, qui est né à l'entrée du kindergarten. C'est un peu aussi un calcul parce que avoir 2 enfants qui sont en crèche privée, je pense qu'à l'époque on était dans les peut-être $19 000. Je suis pas sûre des prix aujourd'hui, mais je pense que c'est à peu près ça qu'il faut compter dans les 20 000. On pouvait pas en avoir 2. Du coup, c'était calibré un peu que les 2 soient à 5 ans d'écart. Et notre grande chance aussi, c'est qu'ils ont été pendant 1 an dans la même école. Et pourquoi c'est stratégique, c'est que la zone de notre école a changé.
mais changer d'un trottoir. Mais sauf que c'était notre trottoir qui est partie de la zone de l'école. D'accord, donc la carte scolaire qui fait que tu dépends de cette école-là, quoi. Et tu peux pas avoir de dérogation ou quoi que ce soit, enfin c'est... Alors, c'est comme son grand frère était encore dans l'école, on a été ce qu'ils appellent grandfathered. Donc, on a eu le droit d'être dans les priorités de l'école parce qu'il avait son frère encore. Donc, lui, il a fait je sais pas, kindergarten jusqu'au 5th grade. Ça fait pas mal d'années. En fait, je crois qu'en tout, les deux sont restés presque 10 ans ou 11 ans dans cette école de notre quartier. Cumulé. Et donc après middle school, en fait, ça va de plus en plus large. Élémentaire, on est dans la zone autour de chez nous, parce que le but, c'est aussi que les enfants sont pas loin, peuvent y aller à pied. Et après, ça s'agrandit au district. Donc le district, c'est presque 50 blocs. Nous, notre district, il doit démarrer à la 60e et il va même plus haut, 125, donc c'est peut-être 65 blocs. Donc tout l'Upper West Side pour nous, donc jusqu'à Harlem. Donc après, donc c'est middle school, donc l'équivalent du collège, qui dure que 3 ans par contre. Donc on a accès à toutes ces écoles dans cette zone. Et pour le grand, parce qu'il y avait encore soit il y en a qui font faire des tests. Donc des écoles publiques qui font faire des tests, qui vont regarder les notes, qui vont regarder les résultats aux tests. Dès le collège, dès l'entrée au collège. Oui, dès le collège. Ouais. Donc en l'occurrence, celle où il est rentré, c'était avec un test. Et après, en fait, on met par ordre de préférence 12 choix. Et on nous attribue avec un système d'algorithme un peu obscur, mais en qui il faut faire confiance. On nous attribue une place. Donc pour lui, il y avait quand même les notes qui comptaient pas mal et ces fameux tests, il y en avait dans l'école qu'il avait appliqué. Pour mon petit, comme il est passé pendant le Covid, il y avait plus de tests à l'époque, donc c'était complètement une loterie. Donc, on a été chanceux à la loterie. Il a eu la même école que son frère. La vache, c'est quand même une sacrée organisation. Donc, l'objectif à la longue vue pour les parents, c'est de réussir à rentrer dans une bonne université. Donc, pour ça, il faut un bon lycée. Et pour rentrer dans un bon lycée, il faut être dans un bon collège. C'est un peu ça la stratégie globale. Oui, ça va en montant en fait. On commence à se préparer avec middle school où il y a un petit peu d'école avec des tests, mais ça reste encore un peu dans le coin. Donc si on est un peu dans un quartier où ça va, en général ça va. Et c'est high school qui devient... high school, c'est vraiment le process. Même on m'avait dit, tu verras une fois que tu as fait le process de high school pour le collège, enfin l'université, c'est les doigts dans le nez. Et c'était vraiment ça, parce que du coup les lycées, on s'ouvre à toute la ville. Donc techniquement, on a accès aux 5 boroughs de la ville de New York. Donc c'est des milliers d'écoles. J'ai un bottin de la taille des pages jaunes avec chaque quartier. Et là, c'est tout. Il y a d'énormes différences entre chaque lycée parce qu'en fait, comme on en discutait plus tôt, il n'y a pas d'obligation il n'y a pas un système à suivre de l'éducation nationale. Ils ont juste une obligation de résultat. Donc, je crois que il faut qu'ils aient un certain niveau en maths, en anglais, en sciences, plusieurs matières. Mais on n'impose pas du tout la façon dont tu apprends. Et pour les lycées, c'est hyper important parce qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Donc, il y a des écoles qui vont proposer des cours de niveau de l'université, des cours qu'ils pourront utiliser après pour utiliser les crédits. Donc, il y a des écoles qui vont être comme ça. Il y a des écoles qui vont proposer le International Baccalaureate, là, IBS, ou je crois que ça s'appelle, ou IB. Donc ça, c'est encore une autre approche. Il va y avoir des écoles qui ont un partenariat avec une université, Hunter College par exemple ici, ou il y a une autre Bard College. Donc il y a 150 000 programmes. Et en plus, nous venant de France, moi je connais rien, donc j'ai beaucoup.
je suis plongée dedans parce que moi, j'avais pas du tout, je connaissais pas ce qu'était une AP class, qui est ce niveau collège. Au niveau université, du coup. Et donc, on visite énormément d'écoles. J'ai dû visiter une 30aine d'écoles sur New York et tu vas aux réunions. Et c'est dingue. Enfin, comment tu fais ça avec plus d'un enfant et puis en ayant un job? Enfin, c'est un temps considérable. Ouais. Le high school, là, le deuxième arrive bientôt. C'est à l'automne. Là, en fait, l'automne de la dernière année de collège, là, de middle school. En fait, les parents, ils passent leur temps à visiter des écoles. Alors maintenant le Covid est passé par là, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en webinar ou en vidéo. Nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, hein, donc il fallait se déplacer. Des fois, c'est la chasse pour avoir une visite, parce que si c'est sur inscription et que tu t'es pas inscrit à temps, tu y es pas. Et puis, il y a 2 systèmes en public. Donc, il y a toutes les écoles et il y a aussi ce qu'ils appellent des specialized high school. Et là, il y a 8 écoles qui sont sur concours. Et c'est un concours assez dur. Assez dur, je sais pas si on pourrait dire c'est dans le contenu, c'est surtout qu'il faut apprendre le style de questions qui sont posées. C'est quel style de questions? Et je crois qu'il y a une partie qui est un peu QCM, mais c'est des fois un peu tordu, en fait. C'est que la façon dont c'est posé, on voit la question, dire, ça pourrait être réponse A ou réponse C. Et il faut apprendre le système de qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, à comprendre. Donc, la plupart des enfants qui peuvent se le permettre, en fait, ils font une préparation pendant l'été. Donc du tutorat, mais individuel ou en groupe. Moi, le grand l'a fait, le petit va le faire à la rentrée. Il y a aussi il y a aussi la ville qui propose ces programmes-là. Bon, ça a tendance quand même à être des parents qui suivent bien la scolarité de leurs enfants, qui vont faire cette prépa. Donc la diversité, il y a. C'est ce que j'allais te demander. En fait, de manière générale, d'abord la diversité sociale, elle doit pas être énorme, parce que en fait, il faut toujours que tu prépares tes enfants à un truc encore mieux. Tout ça, ça a un coût, en fait. Finalement, en fait, le fait que tu vas dans une école gratuite, entre guillemets, publique, etc. Mais ça a quand même un coût, et du coup, forcément, c'est pas accessible à tous. Alors, c'est en fait pas tant que ça au niveau des finances, parce que mon fils, en fait, a été dans celle qui est la plus prisée, qui s'appelle Stuyvesant High School. Donc, il a eu ce fameux concours, il a eu dans les meilleures notes, donc il a été pris dans son premier choix. Et son école, c'est 70% asiatique. Je pense au moins 50%, ce qu'on appelle free lunch. Alors, free lunch, c'est qu'avant, c'était le critère qui servait de référence pour savoir qu'en gros, c'est des familles qui ont pas beaucoup d'argent, parce ils payaient pas le repas. Mais maintenant, tout le monde a free lunch, mais le free lunch est resté le critère, parce qu'en fait, c'est basé sur les revenus. Donc, en gros, c'est-à-dire que tu as 50% des élèves qui viennent de familles pas avec des revenus incroyables. Non, quoi. Ouais. Tous les ans, je pense qu'il y a le même article du New York Times quand les résultats sortent, il y a un problème de diversité qui est pas forcément trop de blanc, c'est que c'est vraiment disparate en fonction de l'importance que les familles ont passé sur cet examen. D'accord. Eh ben dis donc, c'est compliqué tout ça. Ouais. Donc du coup là, ton aîné arrive, il est sur la fin de son lycée, et donc maintenant le jeu ultime à la fin, eh bien c'est d'aller trouver son université. Choisir une bonne université. Comment ça se passe? Ça commence au moins 1 an avant. Je dirais que là, ceux qui rentrent en senior, ils sont déjà sur la recherche. Parce que senior, c'est la dernière année de lycée. Ouais, c'est la dernière année de lycée. Et en fait, du coup, je pense que c'est même peut-être au printemps ou l'hiver d'avant, ils passent des tests aussi qui s'appellent SAT, et c'est surtout celui-là, qui pendant le Covid était un peu optionnel, mais bon, recommandé quand même maintenant. Et donc, en fait, ils passent cet examen qui sert de référence, parce que le problème, c'est que tous les lycées font un peu ce qu'ils veulent.
Et puis partout dans les États, parce que même si New York faisait la même chose, les États, tous les autres États, les 49 autres États, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, ils passent ce fameux test, le test SAT. standardisé qui permet de mettre tout le monde au même niveau, quoi. Exactement. D'accord. Donc ça, tu le prépares avant même ta dernière année. Tu peux le repasser plusieurs fois pour améliorer ton score. Et parce que ça sera hyper important dans ton dossier. Et après les dossiers, ça se fait à l'automne. Donc c'est pour ça que c'est l'année d'avant. Nous on l'a pas fait, mais les gens vont aller visiter, vont visiter plein d'universités. Il y en a qui prévoient leurs vacances autour de ça, qui vont aller visiter, faire le University Tour. Ouais, voilà. Bon, nous en plus c'était un peu Covid encore, donc on a fait pas mal de choses virtuelles. On n'avait pas non plus forcément envie de passer nos vacances à faire le tour des universités, qui sont pas forcément dans les États les plus touristiques. Selon ce que tu cherches. Donc, du coup, nous, on l'a pas fait. Mais à l'automne, en gros, c'est de septembre-octobre jusqu'à décembre. C'est surtout les élèves qui qui font le travail parce qu'ils doivent préparer leur dossier. Et un dossier, c'est les notes, c'est le fameux test, mais c'est aussi des essais. Et donc, ils ont... Des essais, c'est des dissertations, quoi. Voilà, ils ont des dissertations à faire. Ça peut être sur eux. Certaines vont en avoir des complémentaires sur l'université. J'ai pas vu celui de mon fils. Il a jamais voulu nous le partager. C'est toujours dans la négociation. Il m'a dit un jour peut-être. Donc peut-être dans 10 ans. Tu sais de quoi ça parlait au moins ou... Non, je sais pas. Je pense qu'il voulait pas avoir notre avis. Je sais pas s'il a parlé de choses personnelles et qu'il veut pas avoir notre sentiment. Donc donc je ne sais pas. Je cherche un jour. Dans 10 ans, je saurai de quoi il a écrit. Peut-être. Ouais. Mais ils font ça et il y a différentes formes de candidature. Il y a des candidatures qui peuvent se faire plus tôt, donc ils auront des décisions plus tôt. Il y a aussi une sorte de candidature où je confonds toujours si c'est early application ou early decision. On se lie on fait la candidature plus tôt et si on est pris, on s'engage à aller dans cette université-là. C'est une sorte de contrat et on pourra. Donc il faut vraiment être sûr pour ce cas-là parce que. Et puis après, il y a aussi, on peut avoir des décisions qui sont retardées au deuxième tour. Et en général, en mars, ils sont fixés. Enfin, début mars, en fait, ils ont toutes les réponses. Et puis, il faut se décider, il y a à peu près un mois. Et on est bombardé de prospectus, de cadeaux, de cadeaux publicitaires en tout genre. Et là aussi, en fait, t'as un certain coût, j'imagine, par candidature. T'as des frais d'inscription, t'as ces tests dont tu parlais, t'as même des prépas qui préparent aux essais, aux choses comme ça. T'as une idée de combien ça chiffre? Comment ça chiffre? C'est une bonne question. Nous, on n'a pas fait de prépa. Il avait un bon score. Je pense que le test, je dirais que c'est un truc comme 75 à $100. Donc, il l'a repassé 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Et chaque candidature, on va dire, c'est entre 50 et 75, je crois qu'à peu près c'est ça la moyenne. Et on te recommande d'en faire une dizaine. Donc il a fait 12 candidatures. Et puis après, si tu fais les voyages en plus pour aller visiter, ça se rajoute. Et après, tu payes des frais d'inscription ou pour garder ta place qu'une fois que tu as eu ta réponse. Donc il y en a qui des fois vont en payer à plusieurs endroits s'ils sont pas sûrs. Nous on n'a pas on l'avait fait, enfin on était sûrs de notre choix dès le début. Donc Et alors, c'est quoi les critères pour choisir une bonne université? Est-ce que d'ailleurs on cherche une bonne université ou une bonne université pour soi? J'imagine que c'est pas la même chose. Ouais, et puis ça dépend vraiment de ce qu'on veut étudier. Donc moi, il voulait faire engineering, donc ingénieur dans l'aéronautique. Donc c'était déjà ça ciblait. Donc plusieurs universités un peu partout. C'est ça qu'il a postulé dans les universités West Indiana, Illinois. Enfin, il avait pas grand-chose bizarrement vers New York. Mais il y a plein de. En fait, ils ont accès à pas un logiciel, mais un site où ils voient plein de stats. Donc, ils voient les stats de ceux de leur école, où ils sont allés, combien de chances il y a d'acceptation, donc combien de personnes qui postulent versus ceux qui seront pris, versus aussi combien d'argent en moyenne on leur donne
pour la scolarité en aide. Donc, ouais, il y a plein de critères, il y a plein aussi de rankings dans tous les sens. Après, il y a pour les Américains plus que pour nous, puisqu'il y a aussi l'influence de où les parents sont allés. Parce que ça, souvent, ça joue. Alors nous, on partait de 0, donc on était assez neutre. En plus, pour moi, la réputation, j'y connaissais pas grand-chose, à part les plus connus, Harvard ou l'université en Californie. Moi, c'était un peu... j'avais pas beaucoup de connaissances. Et ça n'a jamais été une question, finalement, de rentrer en France? Enfin, est-ce que ça fait partie, en tout cas, est-ce que c'était une conversation, j'en sais rien, de se dire, parce que c'est pas le même coût, ça peut aussi être intéressant. En fait, on a étudié les programmes français, les programmes en France, parce que justement, le gros critère, c'était qu'il puisse avoir un programme anglophone, parce qu'il a jamais étudié en français. Il parle français à la maison, mais son français écrit, il a jamais écrit une dissertation en français. Donc, on avait regardé des programmes bilingues. Et en fait, il y en a, il y a des super trucs. Il y a Sciences Po qui a des programmes qui se passent un peu en France ou dans d'autres pays. Donc, il y a France et États-Unis, France et Singapour, qui sont avec des programmes anglophones. Les écoles de commerce aussi qui, vues des États-Unis, paraissent vraiment pas chères en fait. Une école de commerce française maintenant, c'est c'est tout. Qui ont des programmes internationaux, mais il y avait rien en ingénieur avant un bac+3. En fait, souvent en France, c'est une prépa. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, l'option française n'était pas possible. Mais pour ceux qui veulent faire du business, du commerce, du marketing, il y a des super options. D'accord. Et alors du coup, il a été pris où et où est-ce qu'il part? Raconte-moi. Alors, il a été pris au Canada puisqu'il partira à McGill, qui est aussi une école très prisée par les Français, puisqu'il y a un grand avantage d'aller étudier au Québec, c'est que les Français ont le droit au prix de la scolarité canadienne. Donc, c'est un autre coût que les États-Unis. Donc pour nous c'était notre choix numéro 1, mais bon ça lui plaisait beaucoup et on a visité la ville plusieurs fois et c'est sympa aussi parce que puis c'est pas hyper loin. Non. Et ça correspond à quoi alors du coup à peu près comme budget en fait comme tu dis. La scolarité à McGill, c'est à peu près, je sais plus exactement, je dirais entre 8 et 10 000 dollars américains par an de scolarité. Et comparé à une université américaine, on va dire que c'est plutôt en espérant qu'il y ait des aides. Donc la plupart quand même donnent un peu d'aide. C'est plutôt dans les 30-40 000 dollars par an. Je savais pas du tout cet avantage pour les Français. Non, c'est super. Et avant, en fait, il y a encore, même pas, je dirais, il y a peut-être 5 ans, c'était le prix québécois. Donc le prix québécois, je crois que c'était 2 000 dollars. Je trouve que c'est un peu normal, maintenant, c'est le prix canadien, parce qu'un Canadien qui n'était pas du Québec payait plus cher qu'un Français. Donc bon, je trouve ça un peu normal qu'ils aient réévalué ça. Et alors, du coup, c'est quoi? Il faut justifier ta nationalité? Parce que tu viens pas de France, c'est juste ça? Ouais, c'est juste avoir un passeport français. Donc nous, on joue un peu sur les deux nationalités. Donc le français pour avoir... le prix français et puis l'américain apporte aussi en fait c'est plus pratique au niveau de l'immigration parce que voilà on est reparti dans l'immigration, il faut un permis d'étudiant, un visa d'étudiant, donc d'avoir les deux nationalités ça aide parce que là, il y a des accords entre les États-Unis et le Canada. D'accord, ok. Super intéressant. Et alors, comment est-ce que tu as fait au cours de la scolarité de tes deux fils, du coup, pour garder ce français? Comme tu le disais, le français écrit, c'est pas facile et j'imagine que c'est pas évident, effectivement, si tu le parles uniquement. Parce que du coup, ils n'étaient pas dans des programmes immersifs en français. Comment ça s'est passé? On parle toujours français à la maison, donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté plein de différents cours, mais ils ont dû en faire peut-être... 4-5 années quand ils étaient plus petits. Et c'était un peu la punition, en fait. C'était un peu comme ça que c'était subi. Parce qu'ils avaient l'école déjà toute la semaine et le week-end, on allait je pense qu'on a fait la FIAF, la Fédération, je sais plus ce que ça veut dire, française. Donc là, ils ont fait des cours, il y a plein d'organismes à New York pour faire des cours un peu du soir ou du week-end. Ils en ont fait quelques années, on a essayé des différents programmes. Après, on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus les
en fait, avoir un mauvais sentiment vis-à-vis du français, quoi, que le français, c'était la punition. Donc on a un peu laissé tomber. Après, ils vont beaucoup en France. Enfin, on va beaucoup en France. Romain, c'est un peu plus facile parce qu'il y a passé plus d'été. Il est allé dans des camps en été, dans des centres aérés. Donc son français est pas trop mal. Et puis lui, il était vraiment entouré que de nous quand il était petit. Après le deuxième était plus dans l'environnement américain. Mais ils parlent tous les deux très bien. Mais bon, l'écrit, ouais, il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau collège à AP en candidat libre sans avoir jamais fait un cours de français. Donc, soit le niveau est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti. Mais ouais. Comment est-ce que tu as fait au cours de ces années, enfin, je veux dire, après 16 ans passés comme ça à l'étranger pour... je sais pas si on dit instaurer, tu vois, des racines françaises, un certain sentiment d'appartenance, comme tu le dis. Maintenant, ils sont américains aussi. Est-ce que, enfin, tu vois, pour toi, t'élèves des enfants internationaux, des petits Américains, des petits Français aux US, comment ça se fait? Je dirais internationaux, c'est sûr. On voyage beaucoup, donc on va en France 2 fois par an. Donc l'hiver, c'est assez rapide parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances, donc on y va juste la semaine de Noël. Mais l'été, donc eux, ils y sont restés plus que nous, même parfois. Donc ils peuvent y passer 1 mois. Donc ils vont avec les grands-parents mes parents parlent pas un mot d'anglais, donc il y a pas trop le choix. Ils ont été dans des centres aérés locaux, donc ils sont bien en immersion totale. Donc on cultive ce côté français par les voyages surtout. Et c'est important pour toi? C'est important que. Puis ils aiment bien justement ce côté découverte et dans tous les voyages en général. Donc on voit qu'ils ont pas ils ont cette vision internationale. Et puis après on est à New York, hein. Je pense que si on prend les copains de mes enfants des deux, je pense qu'ils sont tous d'origine de quelque part. Donc ça peut être peut-être pour eux la 2e ou 3e génération, mais j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment purs américains. Ouais, c'est un peu une des caractéristiques du pays aussi. Est-ce que tu referais tout pareil ou est-ce que, je sais pas, il y a des choses que si tu en avais l'occasion, tu t'envisagerais différemment? Je pense que je ferais tout pareil. Peut-être que, surtout maintenant qu'il y a beaucoup plus de programmes bilingues dans les écoles publiques, je pense que peut-être qu'on aurait pu les mettre dans ces systèmes-là, ce qui n'était pas à l'époque aussi facile. À part ça, je pense que non, je referais pareil. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais alors soit donner à la Séverine il y a, j'en sais rien, 15-16 ans, ou à des gens justement là qui débarquent sur New York spécifiquement ou à l'étranger en tout cas en termes de scolarité, qui s'interrogent? Je pense de contacter tous les groupes qui existent de Français qui à New York et dans d'autres villes, hein, de se renseigner sur leur parcours. Je trouve que ça c'est pas mal. Aujourd'hui il y a vraiment tellement d'options pour préparer un peu plus son voyage, ou son expatriation. Donc faire pas mal de recherches. Après, je sais pas si en fait j'aurais fait autant de recherches avant, j'aurais peut-être été plus effrayée de venir. Alors d'un côté, je me dis que finalement c'est bien aussi de partir à l'aventure. Mais de parler avec le plus de monde possible, des associations françaises, mais aussi américaines, parce que si on veut aller dans le système américain, les groupes de parents, il y en a partout, dans tous les quartiers. Donc, Ok. Donc ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Ouais. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Séverine pour ces 2 épisodes qu'on a passés ensemble. Et je vous dis bien entendu un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez plus d'infos, tous les liens, je les mets dans la description de cet épisode, ainsi que dans l'article que vous retrouverez sur frenchmorning.com, ainsi que sur tous les sites de French Morning Media Group. Si ces épisodes vous ont plu, vous connaissez la rengaine par cœur, mais ça compte toujours, donc je continue de vous le dire. Parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, à la machine à café, à vos voisins, dans votre newsletter, sur les réseaux sociaux. Chaque opportunité de parler du podcast compte énormément pour notre visibilité. Et qui sait, grâce à vous, peut-être que de nouveaux auditeurs en préparation d'un projet de vie à l'étranger
pourraient découvrir ce podcast, que ça aiderait énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait afin de savoir un peu de quoi nous allons parler la semaine prochaine. Ma mère me dit « Je vais prendre un petit café ». Je lui dis « Oui, vas-y ». Donc évidemment, elle fond en larmes de l'autre côté de la porte. Moi, je fonds en larmes sous mes draps. Oh l'horreur. Et le premier truc que je me dis à ce moment-là, là, je me dis pas « Non, j'ai pas eu d'enfant » ou tu vois. Je me dis « J'ai pas assez voyagé. Je veux voir le monde, je peux pas... » Enfin, c'était vraiment une grande souffrance de quitter ce monde en ayant vu au final peu de choses, tout est relatif, mais moins que ce que j'aurais voulu. Et moi qui adore l'océan, le monde marin, tout ça, j'ai pleuré. Et là, je me dis, non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora. Et je leur dis, voilà, il faut qu'on organise une fête avec la famille, les amis, sans leur dire, pour que je puisse leur dire au revoir. Mes amis, tout ça. Et après, on se casse à Bora, dans un camping, hein, ce que tu veux, je m'en fiche, mais je veux mourir face au lagon. Je veux avoir ces dernières images devant les yeux. Et un soir, il rentre donc de l'école et il me dit « Bon, ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » All right. La bonne, c'est que j'ai trouvé un stage. Et c'est pas en France. Ok. Déjà, ça commence bien. Bon, vas-y, annonce, c'est quoi la mauvaise ? Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. Merde. Bon, ok, bon, c'est pas grave. C'est où ? Bon, on avait une liste noire de destinations, clairement non, mais sinon, on est toujours quand même très ouvert, pas de soucis, voilà. Et il me dit, c'est en Polynésie française, à Tahiti. No way. Ouais, là, je le regarde avec les gros yeux. Je lui dis, mais ma valise est prête depuis 1985. Y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci à vous encore de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.